Alors, je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs du colloque, Maud Michaud notamment. Merci beaucoup pour tout d'abord l'invitation, l'organisation et puis bien entendu la traduction, parce que je suis complètement incapable de parler dans cette belle langue qu'est l'anglais. Donc merci beaucoup pour avoir traduit donc, le résumé de mon intervention. Tous les documents que je vais vous projeter sont consultables sur Internet. Il faut taper cartographie missionnaire sous Google et vous arrivez sur le site Cyberthèse qui vous permet de consulter chez vous plus calmement, de manière aussi plus agréable, donc les cartes que j'ai numérisées, donc des cartes missionnaires. Et puis ensuite, ça va être difficile de parler après les très belles photos de l'Espagne, parce que les cartes que je vais vous montrer sont plutôt moches. C'est l'expression qu'avait utilisée Gilles Palsky en les qualifiant, et il avait dit c'est ugly maps, hein, vraiment des cartes moches, donc vous en conviendrez peut-être. Alors, il existe plusieurs façons d'aborder le sujet sur le caractère scientifique des écrits missionnaires. Le colloque consacré à Mission et Sciences qui s'est tenu à Rome en 2006 avait mis à l'honneur justement des travaux singuliers, des études de cas en quelque sorte, mais qui portaient toujours sur un missionnaire ou bien une congrégation. On peut envisager plus globalement ce que plusieurs missionnaires ont pu apporter à une science. Ici, la géographie, qui connaît avec l'expansion coloniale dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un vrai renouvellement donc, de ses connaissances. Alors recenser les cartes que les missionnaires chrétiens ont dressées, notamment du continent africain, qui constitue à l'époque le territoire le plus représenté, c'est s'interroger aussi sur l'image que renvoient les missionnaires auprès de leur société et du monde savant. Et c'est donc questionner le rôle que la mission a pu jouer dans la collecte de connaissances exotiques au moment de la colonisation. Mon exposé tâchera de répondre à trois préoccupations. Comprendre pourquoi les territoires où se produit la mission suscitent l'intérêt des savants, puis montrer par quelques exemples que les missionnaires ont produit une cartographie scientifique, quelques-uns, avant de mesurer la reconnaissance qu'elle a eue à l'époque. Je ferai aussi une remarque préliminaire. Selon moi, il est très difficile d'isoler un monde ecclésiastique d'un monde scientifique, tellement les frontières sont poreuses. Dans le domaine politique, déjà, c'était ce qu'avait montré le colloque de la FHRC, l'Association française de l'histoire de l'histoire religieuse contemporaine, qui s'est tenue l'an dernier, sur l'engagement des clercs en politique. Et le colloque avait montré que beaucoup d'ecclésiastiques s'étaient littéralement engagés en politique sincèrement, sans jamais renoncer à leur ministère. Or, mener des travaux scientifiques ne nécessite pas une telle exposition. Donc beaucoup pourront mener de front les deux activités, à la fois l'évangélisation, mais aussi la recherche scientifique pour l'enrichissement donc, des esprits. Donc premier point, les territoires de mission. Je vais trouver comment ça fonctionne. Les territoires de mission, c'est... Parce que d'habitude j'ai une petite... Voilà. Parfait, merci. Les territoires de mission donc intéressent les milieux scientifiques. En général, mission et missionnaire suscitent l'intérêt et la curiosité. Alors je passerai rapidement parce que c'est quand même une évidence. C'est vrai que tous les endroits, tous les espaces où se rendent des missionnaires intéressent les savants de leur époque du 19e siècle. Les voyages coûtent encore très cher au 19e siècle et les scientifiques tirent profit des Européens qui quittent l'Europe pour les autres continents, surtout quand il s'agit de l'Afrique. Le continent est, avec les pôles, l'une des régions les plus mal connues, avec de larges zones encore surnommées terra incognita. C'est les zones qui apparaissent en blanche ici sur les cartes. Donc ajoutons en plus que la situation de l'Afrique, essentiellement sous des latitudes tropicales, ouvre d'immenses perspectives pour tous les chercheurs intéressés par la collecte d'espèces végétales, animales et même minérales. La botanique, la géologie suivent de près les progrès de la géographie donc sous ces latitudes. Donc ici vous avez deux cartes de l'Afrique connue en 1800 à gauche et 1900 à droite. Elles sont extraites de la revue L'année géographique. Et elles montrent les progrès de la cartographie en 1800 et en 1900, que l'on peut constater même de loin, en voyant justement se réduire les zones blanches, donc d'un document à l'autre. Ces progrès sont importants, même s'ils sont récents. Il faut rappeler que le continent n'a été traversé dans sa partie équatoriale qu'en 1875 par Cameron. Or, c'est précisément ces régions, les régions en blanc ici, dans ces régions que se sont installés donc les missionnaires, au contact donc de nouvelles populations
et donc aux avant-postes du monde connu. Cela en fait des agents de renseignement particulièrement intéressants, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la moindre excursion est une exploration dont on ramène des indications géographiques. Ils aiment d'ailleurs se mettre un peu en scène sur leur carte où leur station est complètement isolée, au milieu de terres complètement inexplorées. Puis leur niveau d'études, bien plus élevé que la moyenne, fait d'eux des correspondants recherchés. Enfin, ces Européens ne sont plus des voyageurs en Afrique, mais de nouveaux résidents. C'est-à-dire qu'ils vivent désormais en Afrique, c'est leur nouveau domicile, et ils vont acquérir une connaissance de leur environnement bien plus poussée que les explorateurs de passage. D'ailleurs, leurs compétences linguistiques nécessaires pour l'apostolat leur confèrent un avantage. Ils sont les premiers à acquérir les connaissances vernaculaires partagées par les populations autochtones et qu'ils vont transcrire sur leur carte, ce qui leur donne un caractère vraiment d'authenticité manifeste. En d'autres termes, eux savent quels sont les noms adéquats pour nommer sur place le territoire. Et cette exactitude peut inspirer confiance. Pour toutes ces raisons, les missionnaires constituent vraiment des personnages ressources de premier plan. Deuxième idée, c'est pourquoi des contacts sont noués depuis la France entre scientifiques et missionnaires. Scientifiques qui sont rattachés à des institutions, ça peut être des sociétés savantes comme la Société de géographie de Paris, des instituts, des académies, des musées comme le musée de l'Homme, et des missionnaires donc, qui sont approchés dès leur séminaire avant leur départ. Alors à Paris, ça concerne par exemple les spiritains, à Paris aussi pour les jésuites, à Lyon pour les missions africaines de Lyon qui sont installées à Lyon, et puis à Alger aussi pour les Pères Blancs. Ensuite, une correspondance s'établit. Les prêtres font part de leurs découvertes sur le terrain, et elles sont nombreuses, car la moindre excursion fait l'objet d'une carte ou devient l'occasion de collecter des spécimens qu'on va se dépêcher d'adresser à la métropole. En retour, les savants leur envoient parfois du matériel, soit pour la géographie, ça peut être des boussoles, des baromètres, ou bien des loupes. Emmanuel Sibeux, qui est une chercheure qui a travaillé sur le savoir extrait de l'Afrique, a recensé les lieux justement où se constituaient ces savoirs africanistes lors de la conquête coloniale. Et elle a montré comment s'établissait une science impériale. Mais elle ne voit pas dans les missionnaires ces agents de renseignement. Sans doute parce que leur contribution reste individuelle, limitée et surtout très irrégulière. Alors quand les géographes se déplacent sur le terrain en Afrique, ils peuvent compter sur les missionnaires qui sont de précieux auxiliaires. Ils leur servent de médiateurs, d'interprètes, de guides, et ces explorateurs les associent parfois quand ils publient leurs cartes. Le prêtre apporte son savoir-faire, son expérience du milieu et ses compétences linguistiques. Le géographe se charge de représenter les résultats sur une carte et de la diffuser une fois rentré en Europe. Alors, vous voyez cet exemple, nous sommes ici dans le Zanguebar, exactement dans l'Oukami, et c'est un voyage du père Horner. Et cette carte a été dressée par un certain monsieur Déré, membre de la Société de géographie. Donc on a vraiment une collaboration entre ces deux hommes dans cette région de l'Afrique. Et c'est une région qui est complètement inconnue des Français, parce qu'on est sur l'Afrique orientale, qui intéresse plutôt les Allemands et les Anglais, ce qui fait que c'est vraiment une carte complètement inédite de cette région. On voit ici que les missionnaires sont partis, vous voyez, de Zanzibar, ensuite qu'ils ont posé donc, le pied à Bagamoyo, puis ensuite qu'ils sont rentrés donc, dans l'Oukami. C'est surtout le cheminement qui est représenté, qui est vraiment jalonné par les stations et les petits numéros, donnant vraiment l'impression que le missionnaire avance vers l'inconnu. La présence du canevas, vous remarquerez en haut donc la longitude et la latitude, donc les méridiens et les parallèles, transforme ce simple croquis en véritable document géographique. Un autre exemple ici, c'est le Damara, c'est l'autre face de l'Afrique, le sud-ouest, l'actuel Namibie. Et là, au Damara, la carte a été réalisée par le père Alexandre Duparquet, qui est un explorateur à la fois explorateur et missionnaire, et ainsi que l'explorateur Dufour, qui est chargé par la Société de géographie de découvrir la région. Duparquet adresse aussi des lettres à l'abbé Durand, qui lui est archiviste et bibliothèque de la Société de géographie de Paris. Donc on a, vous voyez, dès le début de l'expansion coloniale, vraiment une collaboration très, très forte pratiquement dans tous les instituts, toutes les institutions, entre des missionnaires et donc des scientifiques. Là aussi, la contrée est complètement inconnue des Français. Elle est située entre l'ancienne colonie portugaise du Congo et la colonie du Cap. Mais Duparquet a un sauf-conduit. Il est membre de la Société de géographie de Lisbonne.
Or, dans cette région, on est plutôt en territoire portugais. Donc, grâce à ce sauf-conduit, Duparquet peut se déplacer librement. Et donc, grâce à ce sauf-conduit, il va traverser la région et il délivre ici une carte un petit peu routière. Sur la droite, vous voyez des numéros sur la partie la plus à l'est, ici, là. C'est le nombre de jours de wagons qu'il est nécessaire de parcourir pour joindre un village à un autre. Donc, c'est une première carte routière de la région. Et cette carte, elle est inédite, elle va être répertoriée dans le célèbre Petermanns Mitteilungen, qui est la grande revue cartographique de l'époque, dirigée par le professeur Petermann à Gotha, en Allemagne. Et Petermann va dire, là, vraiment, on a une carte inédite sur toute la région. La région s'appelle la Simbébasie. Vous comprenez, c'est des noms qui ont complètement disparu, mais à l'époque, bien sûr, c'est des noms qui donnaient un sens. Donc, avec cette carte qui est parue dans une revue française, Duparquet veut aussi attirer l'attention du public sur cette région. On comprend bien l'intérêt de Duparquet. Bon, l'explorateur Dufour, il veut révéler un espace complètement inconnu des Français. Mais Duparquet, il veut à la fois révéler l'espace pour que on puisse faire pression auprès de la diplomatie française pour que la France envoie des soldats, éventuellement, s'intéressent à cette région. Duparquet, son objectif, c'est de pouvoir avoir le droit d'évangéliser la région. Donc il utilise, vous voyez, ses connaissances géographiques pour susciter l'intérêt de la France, pour que enfin on lui donne le droit d'être missionnaire en Simbébasie. Bon, d'autres exemples unissent un missionnaire et un savant, par exemple à Madagascar. Il y a des travaux exceptionnels que je vous montrerai dans un instant et que je vous ai mis sur votre fiche. Regardez le document que je vous ai proposé, vous pouvez le retourner. Il y a un document, il y a une partie, on va la voir dans un instant, c'est la carte de Brouillet. Et l'autre côté, c'est la carte dressée par le missionnaire Désiré Roblay, les jésuites à Madagascar. Je vous ai mis donc un extrait pour comprendre un petit peu comment il fait ses cartes. Et puis en dessous, donc un extrait de sa carte. Et bien là aussi, sans un homme qui s'appelle Alfred Grandidier, qui est membre de l'Institut à Paris, on ne connaîtrait sans doute jamais les travaux de Roblay. C'est lui qui a assuré la publicité, la diffusion donc des écrits de Roblay à Paris. Ça va même intéresser l'armée française qui va faire venir Roblay juste avant la conquête de Madagascar. Et la grande carte que Roblay a levée de Madagascar de l'Imirina au 1/200 millième va être diffusée auprès de l'état-major français et s'en serviront pour conquérir l'île en 1895. Parfois aussi, les missionnaires ne sont pas remerciés pour le travail qu'ils font. Par exemple, ici, c'est une carte de la mission de l'Ogooué. C'est une carte de 1883. Elle a donné lieu à 7 feuilles. On a représenté le parcours du fleuve Ogooué, donc qui coule l'actuel Gabon jusque sur l'océan Atlantique. Et là, l'exploration est confiée à un lieutenant de Brazza qui s'appelle Dutreuil de Reims. Vous avez une carte ici de type chorographique, c'est-à-dire qu'on mentionne tout ce qu'on voit, à la fois le fleuve, le paysage, les montagnes. Vous voyez au-dessus, il y a des petits schémas qui rappellent un petit peu à des endroits précis quel type de paysage on peut rencontrer. Et cette carte fourmille de toponymes. Vous voyez, j'ai représenté ici en bleu, par exemple, tous les villages traversés. Et en vert, en bleu, c'est les îles, toutes les îles qui sont mentionnées le long de ce fleuve. Et en vert, ce sont donc les villages qui sont traversés. On a même pris le soin de préciser après le village le nom du chef de chaque village. Vous voyez, on est vraiment dans une géographie pratique qui doit servir la conquête. Et inévitablement, tous ces noms ont été récupérés par les missionnaires, qui sont des guides locaux. Sans ces missionnaires, on n'aurait jamais pu obtenir autant de noms. En l'occurrence, ce sont des spiritains, et ils s'appellent Bichet et d'Avezac. Voilà, donc aujourd'hui, on leur rend hommage, ils ont bien fait leur travail. Alors pour résumer, les missionnaires installés sur les marges du monde représenté rapportent de nombreuses connaissances géographiques et permettent aux géographes de cabinet d'actualiser leurs cartes, donc, en comblant ces zones vides. Certains disposent de relais scientifiques en métropole qui se chargent de publier leurs travaux. Mais si ces travaux intéressent les savants, c'est justement parce que certains d'entre eux revêtent une qualité scientifique. Bon, mon deuxième point, les missionnaires donc cartographient selon, effectivement, des normes scientifiques. Alors, qu'est-ce qui est scientifique dans une carte missionnaire ? Est-ce que c'est son contenu ?
Est-ce que c'est la technique ou est-ce que c'est le missionnaire lui-même? Je vais interroger rapidement ces trois aspects. Tout d'abord, le personnel religieux n'a pas de formation scientifique, il faut le rappeler. Aucune compétence géographique ou cartographique n'est requise pour devenir missionnaire. Pourtant, la plupart des congrégations invitent leur personnel à dresser le plus tôt possible une carte des environs de leur station. Et certains prennent des dispositions. En 1879, le père Charmetan explique les dispositions prises par les pères blancs pour leur caravane vers le centre de l'Afrique. Et il le dit, je le cite, « En s'occupant surtout, comme c'est leur devoir, les intérêts des âmes, les missionnaires de l'Afrique équatoriale n'oublient pas les intérêts de la science. Avant leur départ, pour Zanzibar, 2 d'entre eux ont été envoyés par leur supérieur à Paris afin d'y prendre, au Muséum d'histoire naturelle et à l'Observatoire de Montsouris, des leçons pratiques pour les observations de géographie, de physique, d'astronomie et d'histoire naturelle, qu'ils seraient à même de faire dans leur lointaine mission. » Et plus loin, « Arrivé au camp, mon premier soin est d'en déterminer la position géographique. Je l'ai fait autant de fois que la fièvre et le soleil l'ont permis. » Cette attitude répond à l'injonction de leur supérieur, Monseigneur Lavigerie, pour qui les missionnaires doivent participer aux recherches géographiques et aux explorations. Selon lui, les services rendus à la science peuvent être considérés comme une réponse efficace aux attaques portées contre l'Église. Cette carte des missions de l'Afrique équatoriale, c'est le résultat, en 1879, d'un recensement des populations de toute la région rencontrées donc dans la mission de l'Afrique équatoriale. Vous remarquez à peu près le triangle que dessine au nord le lac Victoria, à l'ouest le lac Tanganyika, et à l'est on voit une petite partie, donc l'océan Indien. Alors la zone la plus densément renseignée au sud-est, ici, c'est effectivement donc le trajet pris par les caravanes pour arriver ici dans la mission donc de l'Afrique équatoriale. Et on constate qu'elle est beaucoup mieux connue que les environs. Ensuite, le territoire de la mission est mieux renseigné, selon un emboîtement très complexe de toponymes. Les toponymes, c'est les noms des lieux sur une carte. Donc un emboîtement très complexe de toponymes, c'est-à-dire qu'on a désigné des populations, c'est pas ce qui relève vraiment des noms de population, des noms de villages. On peut aussi utiliser le mot d'ethnie ou de groupes humains, c'est assez compliqué. On remarque en revanche qu'on a pris soin, regardez, ici d'identifier le pays des Pygmées, qui est l'un des grands mystères. On ne sait pas où sont les Pygmées à l'époque, donc là, vous voyez, ça crédite la carte. Ça y est, enfin, on sait où sont les Pygmées. Ils sont ici. C'est au moins ce que prétend dire la carte. Ce document veut prouver que l'évangélisation est bien entamée dans la mission. C'est vraiment un document qui doit attester du travail accompli. Alors chez les Spiritains, on constate le même impératif cartographique. Leur supérieur, Monseigneur Leroy, qui est justement un éminent, lui, spécialiste des Pygmées, écrit la même chose en 1906, quand il leur rend hommage. Son article s'intitule « Le rôle scientifique des missionnaires », 1906, et ça paraît dans la revue Anthropos du père Schmidlin. Le missionnaire est tenu par sa vocation même de connaître la géographie physique du pays qu'il évangélise, de voir quelles sont ses voies navigables, ses routes, ses chemins, ses moyens de communication, ses obstacles, ses forêts, ses déserts. Il étudiera la nature des terrains. Il se rendra compte de la densité de la population en tel point donné. Il examinera les rapports qui relient un peuple à un autre, une tribu à une tribu, une famille à une famille. Ici, Monseigneur Leroy décrit le plan de campagne que chacun devait établir dès son arrivée dans la station. En somme, Père Blanc comme Spiritain ont fait de cet impératif cartographique un exercice individuel, d'ailleurs comme le réclamera à plusieurs reprises Rome. Toutefois, si la consigne de représenter le nouvel espace de vie est vraiment commune à toutes les congrégations, les jésuites se détachent car certains d'entre eux ont reçu une vraie formation. Quelques-uns savent non seulement dessiner, mais ils savent aussi faire des calculs de triangulation. Ils recourent à des instruments comme la planchette et l'alidade pour viser des caps, évaluer des distances et des altitudes. D'autres, plus rares, possèdent même des compétences astronomiques. Ainsi, à Madagascar, je vous parlais du père Roblet, eh bien, tous les relevés d'altitude qu'il a établis par triangulation vont être confirmés par des calculs astronomiques du père Colin, qui lui vient de fonder l'observatoire de Tananarive. Ces compétences assez rares donnent lieu à des travaux exceptionnels, bien sûr, pour l'époque. La deuxième question, est-ce que le contenu est scientifique ? Alors, la question est délicate car les découvertes géographiques déplacent en permanence le curseur, les catégories scientifiques et vulgaires au XIXe siècle. Selon le processus habituel, toute information inédite est créditée du caractère scientifique.
Puis, diffusée et vulgarisée, elle devient usuelle et intègre le savoir géographique ordinaire. Or, les cartes missionnaires fourmillent d'informations nouvelles, et dans plusieurs domaines. En géographie physique, elles nomment les éléments du paysage, les montagnes, les rivières. Elles établissent les bassins versants. Elles représentent et évaluent parfois la topographie, comme la géologie, on reconnaît les sols. La biogéographie, on identifie les paysages, la faune, la flore. Mais il y a surtout, dans les cartes missionnaires, une géographie humaine. Sont nommés des villages, identifiés des populations. Par exemple, sur cette carte, vous voyez, c'est une carte qui a suivi une excursion dans l'arrière-pays de l'Ogooué, de Lambaréné au fleuve Congo. Lambaréné est à gauche sur la carte, donc à l'ouest, le nord est en haut. Et à droite, vous retrouvez le fleuve Congo. Eh bien, cette carte, elle a répertorié, vous voyez, tous les noms, voilà, je les ai représentés en bleu, c'est presque des ethnonymes, des noms d'ethnie, tous les noms de populations qu'ont traversé, qu'ont rencontré donc les pères spiritains dans cette excursion. C'est une excursion très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle met à jour, regardez bien, la première voie terrestre entre, ici j'ai repris à peu près le cadre de la carte précédente, hein, le cadre, voilà. Elle met en liaison à la fois la côte ici atlantique et ici le fleuve Congo, en amont des cataractes. Autrement dit, ça permet aux Français d'avoir ici un accès direct, terrestre, directement au cœur même de l'Afrique, qui intéresse beaucoup les colonisateurs de l'époque. Les missionnaires ont bien sûr été utilisés comme guides, et eux vont tirer profit de ce voyage en relevant tout simplement la localisation des populations qu'ils rencontrent. Sur cette autre carte, on a un extrait d'atlas, un atlas fluvial du Congo. Alors c'est un tout autre genre de cartographie. Hein. Il est publié en 1906 par Monseigneur Auguard, qui est spiritain, et il est élaboré notamment par l'un de ses pilotes. Monseigneur Auguard disposait de 3 embarcations et en fait il avait installé un hôtel portatif sur ses bateaux et comme ça il faisait la mission le long du fleuve. Et ici l'atlas porte sur 25 feuilles. Les mêmes ont fait un atlas de l'Oubangui qui est fait en 38 feuilles à une échelle très importante. On doit être au 1/50 millième, donc c'est vraiment on est très proche du territoire. Sont décrites donc les rives du fleuve, les dangers pour la navigation. Il n'y a pas de bathymétrie, on n'a pas regardé les fonds du fleuve. Mais vous remarquez, à chaque fois qu'il y a des petites croix, c'est qu'il y a des hauts fonds, donc des endroits dangereux à contourner. En même temps, une reconnaissance visuelle, vous voyez sur les côtés, on signale des grands arbres visibles de très loin, donc c'est vraiment encore une fois une géographie très, très pratique. Cet atlas a reçu la médaille d'or de la Société de géographie de Paris en 1910. Ici, c'est l'exemple que je vous ai donné, que je vous ai photocopié. C'est la carte de l'Ogooué, donc le fleuve Ogooué, du père Dubrouillet, qui est paru dans La Géographie, la revue donc, de la Société de géographie, en 1910. Elle met à jour 3 itinéraires terrestres pour rejoindre Lambaréné, qui est en bas, depuis le fleuve Ramboué, qui est tout en haut, et donc l'océan Atlantique. La toponymie est très précise, elle a été glanée auprès des populations locales, et des précisions linguistiques dans la légende, vous pouvez remarquer, hein, permettent de prononcer même correctement, de lire correctement la carte. Dubrouillet parle d'une topographie par renseignement. Et ces renseignements portent sur les tribus, le nom et le sens des cours d'eau. L'auteur propose même une estimation du relief par des courbes de niveau pour estimer l'interfluve. En bas à gauche, un carton intègre même ces nouvelles connaissances à la géographie vulgarisée par Élisée Reclus. Alors, arrivons ici à Antananarivo, les environs de Tananarive, la capitale malgache. On est ici au 100 millième en 1895. Cette grande échelle est rarement atteinte à cette époque et le document fait à peu près 50 cm de large. Il renferme une foule d'informations, surtout d'ordre topographique et ethnologique, qu'on apprécie d'ailleurs mieux en l'agrandissant. Vous voyez, j'ai agrandi cette partie-là parce qu'il y a à la fois la légende et une partie de la carte, mais je vous ai donné donc une autre partie de la même carte de l'autre côté. Alors pour la topographie, le père Roblet a estimé près de 116 altitudes par triangulation. Vous pourrez remarquer sur la carte, quand vous avez un petit chiffre, c'est une altitude qui est estimée pratiquement à la dizaine de mètres près. Enfin, qui est confirmée à la dizaine de mètres près. Mais l'estimation est vraiment efficace. Pour l'ethnologie, il a localisé avec précision tous les villages traversés qu'il a nommés. Et il a même estimé leurs effectifs selon 5 catégories, comme apparaît sur la carte, vous voyez,
d'après le nombre de leurs cases. Il y a par exemple les villages de plus de 100 cases, des villages de 50 à 100 cases, de 20 à 50 cases, de 10 à 20 cases. Vous comprenez bien que ce genre de document a pu intéresser l'armée au moment où il était question de conquérir Madagascar. Alors, pour expliquer la qualité du travail de Désiré Roblet, il faut rappeler qu'il a profité de son statut de missionnaire ex-currens, c'est-à-dire qu'il est habilité à se déplacer sur tout le territoire de sa circonscription, précisément pour en relever les moindres parcelles. Et il l'a fait pendant plus de 20 ans. Donc là, vous avez peut-être le résultat de 20 années de relevé et de calcul. Donc c'est une véritable mission scientifique à l'intérieur de sa mission religieuse. Si on fait un examen toponymique, c'est-à-dire j'ai pris deux cartes, les deux cartes que je vous ai présentées, Mission Afrique équatoriale et puis celle de Roblet, et j'ai comme ça répertorié avec mes maigres connaissances pour distinguer dans les toponymes ce qui relevait de la nature, lac, rivière, paysage, relief, ou bien des hommes, localité, village, ethnie. Eh bien on constate que dans les deux cas, vous voyez, près de 80% des toponymes sont vraiment sont accordés pour localiser les populations. C'est le plus important. C'est vraiment la priorité des cartes missionnaires. Et c'est ce qui les distingue des autres cartographies de l'époque. Vous remarquez aussi que les toponymes européens sont très, très faibles. Il y en a très très peu. Ça montre une fois de plus que les missionnaires tiennent toujours sur leur carte à utiliser non pas des noms d'emprunt, des noms que les Européens vont calquer, mais au contraire des noms vraiment usités par les populations. Ici, c'est une autre carte, la carte de Lubangui-Chari. C'est le dernier exemple, c'est la carte du Père d'Aigre de 1913. Elle montre l'évolution que connaît la cartographie missionnaire. Elle ne porte pas, vous voyez, sur la géographie de cette circonscription, mais plutôt sur la répartition de la population. Ici, il est question du peuple Banda. La carte n'est plus du tout chorographique, mais elle est devenue carrément ethnologique. Elle cherche à mieux comprendre la population, parfois divisée, vous remarquerez, par le réseau hydrographique. Là, par exemple, clairement, c'est le Koto, c'est un affluent du fleuve Ubangui, et bien marque vraiment une césure dans la répartition de la population Banda. On est ici à une échelle aussi importante. On a une représentation qui fournit vraiment une base d'études pour l'ethnologie de la population de cette région. Alors la plupart de ces documents ont obtenu une récompense. Est-ce qu'ils ont des éléments en commun? Non, ils sont très différents. Certains sont établis vers 1860, d'autres ici pratiquement en 1914. Certains sont dressés par des missionnaires catholiques, d'autres protestants. Et ce qui finalement les réunit, c'est qu'ils restent rares. J'ai travaillé à peu près sur 500 documents, 500 cartes qui sont numérisées sur Internet. Et si vous les consultez, vous remarquerez que les cartes dites scientifiques, finalement, elles sont très peu. Il y en aurait peut-être une dizaine ou une vingtaine, pas plus. Les autres sont des cartes missionnaires, mais on ne peut peut-être pas autant les créditer donc cette qualité de scientifique. Alors, rétroactivement, on comprend que dans l'esprit des responsables de l'époque, reconnaître un caractère scientifique pouvait être une forme de compensation en échange du service rendu à la patrie qu'exerçaient donc ces missionnaires pour les colonisateurs. Vous comprenez que c'était très difficile de décerner une médaille de bon colonisateur aux missionnaires. Donc, à mon avis, on devait chercher à obtenir depuis Paris, depuis la métropole, justement des reconnaissances scientifiques aux missionnaires, pour les remercier de tout le travail qu'ils accomplissaient. Et on utilisait justement la science pour leur décerner cette décoration. C'était une façon de les remercier. Il y a eu très très peu, par exemple, de médailles de Légion d'honneur données. En revanche, des médailles d'or, des médailles d'institut, elles sont nombreuses. Est-ce que la démarche est scientifique? Outre quelques cartes, c'est plutôt la démarche de ces missionnaires qui serait scientifique, sans commettre d'anachronisme. Relever systématiquement ce qu'ils ont découvert, collecter des indications pour les porter sur leur carte, les adresser en Europe, confirmer leur position géographique, ça c'est véritablement scientifique. La présence de chiffres aussi atteste le caractère scientifique. Les données chiffrées ont été mesurées, relevées avec des instruments, enregistrés, donc on peut dire qu'il y a une démarche qui est systématique. En un mot, ces chiffres rassurent, ils mettent en confiance le lecteur, comme si leur présence plaçait la totalité du message cartographique dans un rapport technique que seuls des initiés donc pourraient comprendre. Une autre remarque, ces cartes sont la synthèse de nombreux relevés qui ont été accumulés sur la longue durée
Je vous ai dit ici, le père Roblet aurait parcouru pendant 30 ans les hauts plateaux centraux de Madagascar. Le père Le Gallois aurait sillonné pendant 4 ans la station du Stanley Pool, sur le Bas-Congo. Il en a fait une carte topographique en 1912 qui est parue dans les annales de géographie. Le père Leray, lui, il aurait sillonné le fleuve pendant 10 ans pour établir son atlas. Donc vous voyez, on a quand même un travail sur la longue durée. Leur attitude suscite des interrogations. Comment expliquer ce qui pousse un missionnaire à relever des altitudes, des profondeurs de rivières, des distances, des sens de cours d'eau, et sur une telle durée? Ces informations l'aident-elles pour son apostolat? Sinon, assouvit-il une passion? Recherche-t-il une reconnaissance personnelle? Là, on peut dire que c'est très difficile de répondre. Et peut-être un élément de réponse, c'est de constater qu'à l'époque, les revues dans lesquelles paraissent ces cartes, prétendent toutes, avoir un caractère scientifique. Et à mon avis, c'est aussi pour avoir une certaine notoriété et pour dépasser le public un petit peu conquis des amis de la mission. En revendiquant ce caractère scientifique, elles espèrent toucher un public plus large et montrer aussi toute la vertu, tout le rôle que peut apporter la mission pour la société. Donc on peut dire que ces publications souffrent d'un manque de reconnaissance et leurs responsables n'ont de cesse de rappeler que les cartes relèvent de l'information scientifique. Très brièvement, je terminerai. Est-ce que ces travaux sont reconnus? Justement non, ils sont très inégalement reconnus. Tout d'abord, il y a une diffusion très limitée auprès des revues scientifiques. J'ai cherché auprès de 8 périodiques géographiques et cartographiques de l'époque, en parcourant tous les index à la recherche de 3 mots: carte, mission et missionnaire. Et force est de constater que c'est très rare, c'est extrêmement rare. Les mots sont rares. Et surtout, les mots missionnaires disparaissent des index. Autant ils peuvent apparaître dans les années 1860, 1880, 1890, autant après, donc ils disparaissent complètement. En fait, c'est comme si en France, l'information géographique qui était délivrée par les missionnaires était douteuse. Doute qui n'existe pas chez les voisins européens. En effet, en Allemagne, le docteur Petermann de Gotha, dont je vous ai parlé, je reviens sur la carte que je voulais vous montrer ici. Lui, il n'hésite pas justement à projeter et à consacrer justement à un missionnaire tous les moyens que permet donc sa revue, la couleur, le grand format et surtout la diffusion. Et une carte qui paraît dans les Petermann-Mitteilungen, c'est non pas une reconnaissance allemande, c'est une reconnaissance internationale. C'est vraiment la grande revue qui fait foi. Elle dépasse même le Geographical Review, qui est pourtant une revue anglaise très connue. Donc, les Allemands n'hésitent pas à faire la promotion des travaux missionnaires. On est même ici dans une carte qui a été dressée par un Français, mais pas les Français. Alors, il faut constater en France finalement une mise à distance des travaux missionnaires par les milieux savants, qui s'explique sans doute par une suspicion à l'égard de la mission et de l'Église en général. Quand Paul Pellet établit en 1902 la première synthèse cartographique de l'Empire colonial français à destination du grand public, il ne mentionne aucun missionnaire. Les missionnaires y voient une discrimination, c'est ce que Monseigneur Augoire appelait la conspiration du silence, pour dénoncer le manque de reconnaissance du travail accompli par la mission pour la patrie et la science. Alors, pour ne pas diminuer leur découverte, la plupart des missionnaires engagés dans des travaux scientifiques au XXe siècle tairont leur identité ecclésiastique, ce qui les rend donc plus difficiles à détecter dans les recensions des revues et des institutions. Donc à partir des années 1890 et 1900, les missionnaires continuent d'apparaître, mais sous leur nom, sans leur identité ecclésiastique. Donc désormais, c'est leur nom qui permettent de les retrouver. Dans la revue Anthropos, les ethnologues et anthropologues sont complètement anonymes. Une métaphore en quelque sorte, sous l'habit de l'ecclésiastique se cache un scientifique et qui apprend progressivement à distinguer ces deux identités. Alors une réaction se produira au début du XXe siècle, quand sont interdites les congrégations religieuses en 1903. La revue des missions catholiques écrit « Menacées, les missions doivent montrer qu'elles servent à la société. L'argument selon lequel le missionnaire était patriotique ou qu'il défendait le Christ et la patrie ne suffit pas. Il faut prouver, montrer, notamment à ceux qui s'occupent avec impartialité des questions coloniales, que les missionnaires jouent un rôle pour le bien de la société. » Et l'article de comptabiliser pas moins de 5 branches scientifiques dans lesquelles les missionnaires apportent leur contribution. Et la première est naturellement la géographie.
Monseigneur Leroy donc affirmera en 1906, je vous en ai parlé, qu'un missionnaire catholique est un missionnaire de la patrie, de la civilisation, de la science. Cette remarque traduit aussi un déplacement de l'image du missionnaire. Il était civilisateur au XIXe siècle, il devient éducateur et scientifique au XXe siècle. La défense devient unanime autour du même slogan. Si l'Église peut prouver son utilité dans la société, c'est grâce au rôle irremplaçable de ses missions. Et dans les colonies, elles exercent une fonction sociale par leur réseau d'écoles. En métropole, elles contribuent au progrès scientifique dont pourra profiter la population française et toute l'humanité. En quelque sorte, par son activité éducative et scientifique, la mission peut sauver l'Église. C'est pourquoi les milieux missionnaires se mobilisent pour inventorier et recenser tous les travaux qu'ils ont accomplis. Je terminerai en conclusion, en espérant ne pas avoir dépassé le temps. 2 remarques brèves sur la reconnaissance tout d'abord scientifique des cartes missionnaires. On constate ici qu'elle répond à une chronologie calquée sur la politique anticléricale, ainsi qu'au moment fort où est célébré l'empire colonial. De même, la décolonisation lui ôte ensuite tout espoir. On ne veut plus entendre parler des colonies, des missions et donc de leurs cartes, qui sont complètement dépassées par les services cartographiques. Ensuite, cette reconnaissance est une demande appuyée par le monde de la mission, et précisément par ceux qui en Europe veulent les promouvoir. À chaque fois qu'il est question de mission et de science, quand on regarde de plus près, c'est souvent un prêtre, un abbé, un clerc, qui est à l'origine de l'hommage ou de la reconnaissance. C'est comme si les scientifiques, ils reconnaissaient vraiment ponctuellement. Mais c'est systématiquement un prêtre, un clerc qui est à l'origine donc de l'hommage. Monseigneur Augoire, lui, est l'un des rares à venir en France pour interpeller directement les ministères et les journaux et réclamer pour la mission sa part du succès. Ainsi, la chronologie des cartes semble épouser l'évolution que connaît le statut du missionnaire dans la société. Isolé, mais détenteur d'une expérience inégalée, il fait l'objet d'un certain prestige dans la société, tout en lui inspirant une méfiance. Donc, il est progressivement rattrapé par d'autres acteurs qui vont minimiser progressivement son action. Enfin, sur l'apport scientifique proprement dit, les missionnaires ont-ils contribué à enrichir ou renouveler la cartographie ? Non. Non, la représentation des populations, celle du relief, l'utilisation des figurés n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est le territoire africain inconnu sur lequel ils vont appliquer ces techniques. Donc cet apport scientifique relève du contenu et non de la compétence. Pour résumer, il réside dans l'accumulation de nouvelles connaissances mentionnées sur les cartes par de nouveaux toponymes qui cherchent à respecter l'usage local. Elles enrichissent le savoir géographique des Européens et permettent une action à distance. Si au départ ces cartes inédites confèrent aux missionnaires une autorité, une expertise qu'on a pu assimiler à de la science, ensuite quand se met en place le système colonial, avec les services cartographiques civils, on cantonne leur spécificité à la localisation et à l'identification des groupes humains. Et c'est dans l'ethnologie qu'on célèbre désormais l'œuvre de la mission chrétienne. À plus long terme, le choix de représenter en priorité des populations, une caractéristique, a pu aussi marquer les géographes qui travailleront sur l'Afrique et les espaces tropicaux en général. Si en France, au début du XXe siècle, l'école de géographie humaine se détache de la géographie physique, sous l'impulsion notamment de Vidal de la Blache ou d'Emmanuel de Martonne, eh bien l'école de géographie tropicale prend bien le soin de concilier les deux domaines, considérant que les populations font intégralement partie de leur milieu. Et cette conception globale du milieu africain est peut-être un vestige de la cartographie missionnaire. Je vous remercie.